Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Le triptyque n'a pas changé. Analyse aux commentaires, mais également décryptage. C'est un vendredi. On sera essentiellement relax, mais en attendant, TVB nous aura déjà conduit du côté des kiosques. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. Bernardo Basson est déjà installé pour la dénonciation de ce jour, la dénonciation de ce vendredi. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce vendredi, nous avons choisi un sujet purement social. Comment expliquer la précocité en ce moment des jeunes sur le plan sexuel? Pour faire simple, beaucoup sont unanimes. Ils pensent que de nos jours, en Afrique, les jeunes à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, ils connaissent déjà cette affaire. Pourquoi? Comment expliquer ce phénomène? On en parlera de long en large dans le cadre justement de ce programme. Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence par accueillir ceux de nos invités qui sont déjà là ce vendredi. On commence par le professeur Noubissier. Professeur, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour aux copanélistes, bonjour aux téléspectateurs et un bonjour particulier à mon épouse et à mes enfants. Professeur Noubissier est enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université de Yaoundé 1. Professeur Noubissier est psychosociologue. Vous avez tout compris. Son expertise, son regard, son analyse nous seront d'un précieux apport dans le cadre justement de ce programme. On accueille le sucre national en face du professeur. Il s'agit de Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, le Mbandjok de Nkuta, de Diaro, de conteneur, de sac, de modérateur. J'ai eu la confirmation hier que le Nkuta, c'est même presque le filet. Ça dépasse même le filet. Quand on dit le Nkuta, c'est le gros sac. C'est le sac on met le cacao. Donc quand on dit Nkuta de modérateur, c'est que c'est le plus gros sac. Le gros sac de la modération. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être là. Vous nous avez feinté hier. Oui, parce que j'avais une réunion. Vous avez feinté les téléspectateurs. Au ministère des Sports, les filles étaient en larmes. Hein. Les filles étaient en larmes. Tout à l'heure, vous avez dit sucre national. Professeur Noumissi a souri. C'est pour les filles, pas pour les garçons. Pour les garçons, je suis la précision vaut la peine. Ça veut dire que la couleur est amère, non? Je suis la feuille de Ndoré non lavée. Il vaut mieux te dire ça. Oui, mais pour les filles, je suis sucre national. Alors aujourd'hui, on va dire bonjour à une téléspectatrice qui nous regarde tout le temps dans la ville de Yaoundé, du côté de Nkwaba. Et donc le fils est un ami à moi, maman Clotilde Mandeng. Voilà, elle est du côté de Nkwaba et on lui passe un bonjour spécial aujourd'hui. Les Nations Unies n'ont pas prévu de journée mondiale pour le 18 août. Ah bon? Donc aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Mais je ne sais pas. Mais on travaillera nous au niveau national pour porter pour cette date-ci une journée qu'on va essayer de mettre sur la place publique. Je pense qu'on devrait réfléchir. On doit réfléchir. Hein. Ça pourra par exemple être la journée internationale des démineurs. Par exemple. Le 18 août. Puisqu'il n'y a rien le 18 août. Nous on peut tomber dans le vide. Il n'y aura pas de contestation. Loin de là. Pour tout le travail que les démineurs abattent sur le plan social. Effectivement, moi maintenant. Dans l'éveil des consciences. Parce que ici, vous me faites vivre une vie qui n'est pas la mienne. Laquelle? Je commence à mener une vie de star et c'est pas bien. Parce que dans le taxi, sur la route, dans le supermarché. C'est que vous fuyez, les autres font les neveux pour l'avoir. Je suis pas quelqu'un qui au départ aime la popularité, la célébrité, tout ça. C'est que vous fuyez, les autres vont chez les marabouts et dansent sans caleçon dans les cimetières à minuit pour l'avoir. Et toi tu fuis. Tout le monde me reconnaît, je suis même des fois gêné, quelqu'un m'appelle, je fais seulement. Mais sinon, on commence à s'y faire, on apprend bien, on apprend de beaucoup de personnes. Je voudrais vous dire que quand vous entrez dans cette classe justement, de ce que tu appelais là des stars, ça devient compliqué. Hein. Très compliqué. Vous n'avez plus de vie. Plus du tout. Vous n'avez plus de vie. Si quelqu'un me piège avec une petite quelque part, je suis mort. Il y a Ali Eyenge qui est en Allemagne qui m'a fait savoir que il n'arrive pas à suivre le fil parfois parce que
les retransmissions du programme sur YouTube parfois ne sont pas cohérentes, ne sont pas successives, mais que sur Facebook ça se passe bien. Donc il faudrait vraiment que les démineurs essaient de voir avec la technique pour que cela se résolve. Je pense qu'on va justement gérer ça avec notre directeur technique. Hein. Et ça tombe bien, comme il y a aussi le réalisateur de l'émission qui écoute cette dénonciation. C'est une dénonciation qui nous vient de l'Allemagne. Donc c'est bien. Le réalisateur lui-même est à l'écoute. Merci Bernardo d'être là ce matin. Nous allons accueillir le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel d'exception. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot-Niamey, la citation de ce jour. Au jour de la gloire, il vous glorifie. Quand votre étoile s'assombrit, il vous abandonne. Opunda munyenge, ndebatondo uwa, ngengeti te iyo, ndebachoma uwa. Ça c'est un doigt là. Oui. Incroyable. On peut reprendre? Au jour de la gloire, il vous glorifie. Quand votre étoile s'assombrit, il vous abandonne. On peut expliquer? Bien évidemment, il faut savoir que les temps de gloire, vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui disent être prêtes même à mourir pour vous, ainsi de suite. Mais une fois que les choses baissent, vous voyez seulement la poussière du dos de leurs pieds. Voilà. Donc, il faut en avoir conscience. Merci beaucoup. Hein. Et je pense que cela se vérifie beaucoup plus dans notre métier. Hein. Le journalisme, lorsque vous êtes devant la caméra, c'est perfecto. Le jour où vous ne serez plus devant cette caméra, on dit ça vaut rien. Merci Pierre Blériot pour cette citation du jour. Est encore attendue une grande femme politique et milite pour les idéaux de l'UNDP, le parti de notre frère du Nord, le ministre d'État Bello Bouba Mayari. Nous prenons la première transition. Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs fidèles que je retrouve encore ce vendredi dans le cadre de cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. L'homme de la revue de la presse sur Info TV s'appelle Théophile Vianney-Bia. Tous les matins à partir de 6h45, il vous donne rendez-vous. Il remet cela tous les jours à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné TVB. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent politique, parlent sport et parlent également santé. Allons donc découvrir le journal Info Matin qui présente en une principale ce jour l'actualité qui nous vient de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, risque de cessation de paiement, dette abyssale, important trou de caisse, cas de faux, d'usage de faux et d'usurpation de pouvoir dans le visa des pièces comptables, marché fictif, marché de gré à gré assorti de surfacturation exorbitante, pléthore de missions fictives, quasi-totalité des comptes au rouge. Le palais des Verts croule davantage sous de très importants soucis financiers. L'enquête est ouverte par le journal Info Matin qui s'intéresse donc à cette actualité et en page 3, les premiers éléments nous sont donc livrés dans ce journal, le journal de Dieu de Neven qui est disponible en kiosque. Mutation revient également sur cette actualité. Assemblée nationale, les finances au rouge. On en parle en page 9 du journal de Georges-Alain Boyomo. Frayeur au Parlement, c'est la une du journal satirique Le Popoli qui nous fait savoir que Jeune Afrique publie une information qui fait paniquer les députés. Le journal en parle et revient donc sur cette actualité ce matin en grande une. Louis-Paul Motazé, on en parle au bas une. Plaidoirie pour les entreprises. Restons avec les entreprises et c'est le journal Émergence qui parle des crédits aux entreprises. L'État accorde une facilité de garantie de 200 milliards. Cette facilité de garantie nous est présentée en page 3 du journal Émergence. Et si on allait du côté d'Union Esso, plus précisément en Balmayo, c'est dans la région du centre où des trafiquants présumés de stupéfiants sont aux arrêts de ce côté. On parle donc de cette sortie
des forces de maintien de l'ordre qui ont donc mis aux arrêts des trafiquants présumés de stupéfiants. Trafic de stupéfiants, Roger Nkodo-Dan charge un commandant de brigade. Qu'est-ce qui se passe? On en parle en page 5 du journal Émergence. Le Messager s'intéresse à la Fédération camerounaise de football sur la pelouse du Musellement. Réunie hier à Douala pour édifier la presse sur certaines sentences du tribunal arbitral du sport. La police somme les présidents de clubs de libérer les lieux. Le journal Le Jour d'Aman Manaki est en kiosque revient également sur cette actualité pour parler football professionnel. Une vingtaine de présidents exigent le retour de la Ligue. Ils étaient réunis hier à Douala et on revient donc sur ce qui s'est dit de ce côté en page 10. On parle également de CHAN de volleyball dames 2023. Les Lions enchaînent après leur deuxième victoire hier 2-7-0 face au Nigeria. Elles jouent le match décisif de la poule A ce jour face à l'Égypte. On en parle avec le journal Le Jour qui revient donc sur cette grande compétition internationale qui se joue ici même à Yaoundé. Suspension, ça ne roule pas à Touristique Express. C'est le constat qui est fait par le journal d'Aman Mana. Et bel et bien, le constat a été fait du côté de Douala, de Yaoundé, de Garoua et même de Ngaoundéré. Les du Sahel revient également avec cette actualité concernant la suspension de Touristique Express. Transport interurbain, 2 semaines de suspension pour Touristique Express. On en parle au BAT 1 du journal Les du Sahel. À Damawa, l'oreille des agressions et trafic d'organes humains est présenté de la page 6 à la page 7. Laissons ce journal et parlons à présent de la 3e édition des Awards de l'avenir avec le journal d'Angelbert Fomont. Il s'agit du journal L'Activateur, ce bi-hebdomadaire d'enquête et d'activation politique. Parle ici d'Expédite Bingono comme étant la révélation politique masculine 2023. Le sénateur suppléant de la région du centre, dit fils de la Mefou et Afamba et président du bureau de sous-section RDPC Mvokzambo Nord, en fou dans la sous-section RDPC Mefou et Afamba Sud, a été reconnu comme le plus jeune sénateur nommé par décret présidentiel. Le journal revient donc sur cette reconnaissance nationale en grande une. Le quotidien de Jules Brice Ngaba reste également dans les awards de l'avenir. Dr Fouda Ngamboué reçoit le prix de l'administration territoriale. Administrateur civil principal, l'actuel sous-préfet de Garoua 3e a reçu sa distinction ici même à Yaoundé. C'était bel et bien le 14 août 2023 au cours d'une cérémonie qui a vu le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, être honoré par le prix du grand sage africain. La République presse de Timothée Somba Bena parle également de Paul Biya en grande une. Actualité, Paul Biya, prix Nobel de nos cœurs. On en parle avec le journal de Timothée Somba Bena qui s'intéresse à cette actualité ce matin et qui revient donc sur ce mendiant de la paix. Allons à l'ouest et retrouvons Sud Info Plus qui présente ici les multiples actions de Ketia Cortés du côté de la région de l'ouest, plus précisément dans le dynamisme. Ketia Cortés sur tous les fronts, dont de la fondation Table Ouverte de Wakeko d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA aux jeunes du Ndé dans le cadre des vacances utiles édition 2023. Opération 500 000 logements sociaux, son nouveau challenge au lendemain de sa mission au Maroc et en Égypte. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain déborde d'énergie dans la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, Paul Biya. L'économie de Thierry Ekouti parle des industries au Cameroun et s'intéresse donc à la transformation qui peine à décoller. Elles sont confrontées à de nombreux blocages, à la fois endogènes et exogènes. Ce journal présente donc ces blocages en page 3. On nous fait également savoir que du côté de l'autoroute Yaoundé-Douala, il y a encore bon nombre de personnes à indemniser. En page 5, cette actualité nous est livrée au journal L'économie. Et nous refermons dans cette revue de presse avec le magazine Propre de la Nation qui est disponible en kiosque. La sortie du mois d'août est encore en kiosque et cette sortie revient donc sur toutes ces actualités concernant la lutte contre la corruption. Propre de la Nation, la parution du mois d'août est disponible dans les kiosques. Et ce journal, c'est un magazine qui traite des questions de vulgarisation des moyens de lutte contre la corruption dans le secteur public, privé et de la société civile. Dans ce numéro 3, l'autorité civile aéronautique est à l'honneur. Madame Paula Soumoukoki et les équipes de la CCAA nous livrent ici la dernière décision de l'actualité de la lutte contre la corruption dans cette entreprise. À retrouver aussi les actions pour réduire la fraude au service de passage dans les ADC, entendez aéroport du Cameroun. C'est en page 24. Le grand dossier de Propre de la Nation s'interroge sur l'éducation comme système global pouvant agir sur la corruption au sein de la société entière. Lisez donc et faites lire ce magazine qui est disponible en kiosque et qui est donc à sa 3e sortie pour ce mois d'août et même 3e sortie de l'année. Mesdames, messieurs, c'est avec ce magazine que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi. De votre aimable attention, infiniment merci.
Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Votre fidélité reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. Merci de nous avoir écoutés et merci de vous rendre en kiosque. Merci El Perfecto. Appelez-moi tout simplement TVB si vous le désirez. Merci Théophile Vianney Biya pour cette revue de la presse, cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, et c'est pour nous livrer le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux journaux de 19h et de 20h. Dans ces deux éditions de journaux, on reviendra normalement sur cette actualité sportive. Vous savez que le Cameroun accueille le championnat d'Afrique des Nations, à savoir la CAN de volleyball dames, édition 2023. Et depuis le début de la compétition, les Lions enchaînent des victoires. Il est donc question de revenir ici sur la mobilisation qui est observée du côté du Palais polyvalent des sports, ici même à Yaoundé, pour la troisième sortie des Lions. Parler donc de cette compétition qui est organisée ici au Cameroun. Nous sommes vendredi et nous faisons plein feu sur la CAN volleyball dames 2023. Plein feu sur la CAN au volleyball version féminine. Exact. 2023. Oui. Finalement, qui dirige cette CAN en termes de président de fédération? En termes de président de fédération, jusqu'ici, c'est encore polémiqué. Donc, c'est une CAN sans président de fédé? Non, c'est une CAN qui est contrôlée, il faut le dire. Contrôlée par qui? Une CAN qui est contrôlée. Vous savez que lorsqu'on parle déjà de CAN, c'est toute l'Afrique. Donc, c'est la confédération. Le Cameroun est vraiment un continent. On réussit à organiser une CAN. On dit une CAN. Dans un pays, on ne sait pas exactement qui est le président de la Fédération camerounaise de volleyball. Mais la CAN se déroule. Oui, nous espérons qu'après cette compétition, on aura véritablement on verra clair sur cette affaire. TVB, j'ai l'impression que nous avons pris la honte et on a donné au chien. Et le chien est mort. On ne peut même pas aller reprendre la honte. On ne sait même pas, le chien est mort. Exact, c'est une impression. On a pris la honte, on a donné au chien. Ça ne nous dérange plus, hein. Mais TVB, ça fait mal. Un dernier mot. Oui. Si tu arrives dans un pays où les gens n'ont plus honte, il faut fuir rapidement ce pays. Même si c'est à vélo, il faut partir. Tu arrives dans un pays où les gens et tu constates que les gens n'ont plus honte. Oui. Il faut partir de ce pays. Le message est passé, perfecto. Parce que même les animaux ont honte. TVB, El Perfecto. Tout en vous souhaitant un excellent week-end. Oui. On se dit à lundi 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous et surtout, excellent week-end. Merci beaucoup. Alors, il y a un fait qui a retenu notre attention lorsque vous parliez, lorsque vous nous livriez la revue de la presse tout à l'heure. C'est avec le magazine Probe de la Nation. C'est un nouveau magazine, troisième édition, et on parle d'éducation. Le magazine pense qu'il faudrait que nous mettions un accent sur l'éducation, question de tordre le cou à la corruption. Pierre Blaireau-Yemec, vous êtes d'accord avec le magazine qu'il faut passer par l'éducation pour tordre le cou à la corruption? Oui, mais si c'est les corrupteurs qui éduquent, on voit bien de quelle manière ils vont tordre le cou. L'exemple vaut mieux que la leçon. Je ne sais pas pour décourager le magazine, mais l'exemple vaut mieux que la leçon. Lorsque vous avez des parents menteurs, voleurs, qui à longueur de journée se gargarisent d'avoir trompé un tel, d'avoir floué tel dans une affaire, et à côté veulent avoir des enfants d'une certaine moralité, vous ne pouvez pas obtenir cela en fin de compte. Les enfants auront tendance à faire ce qu'ils vous voient faire. Tout à fait. C'est pareil dans le monde de l'enseignement. C'est pour cela qu'il ne fallait pas, dans le cas du Cameroun, clochardiser, rapetisser, caporaliser les enseignants. On a très mal fait. Les enseignants sont devenus des indigents, ils ressemblent à des gueux. Ils quémantent, ils mentent, ils volent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et les étudiants, les apprenants, les élèves voient faire. Ils copient davantage ce qu'ils voient faire que ce qu'on leur dit de faire. Donc, ce n'est pas l'éducation comme système. C'est l'éducation comme mode de vie. Parfait ici.
Donc notre nation, elle est malade. Il faut pas un voleur se tient à l'église. On nous le présente comme le plus grand donateur de l'église. Et les gens applaudissent. Alors que tout le monde sait qu'il travaille, par exemple, au ministère des Finances, qu'il coupe 30% aux gens, il travaille à la douane, qu'il fait... Non, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on va bâtir la moralité des jeunes gens. Il faut des modèles. Et c'est quand nous-mêmes, nous allons arrêter de regarder les gens par rapport aux avoirs. Vous voyez, tout ce que nous subissons souvent sur la toile. Personne ne vous dira qu'il a mené des enquêtes dans la vie privée d'un tel et il a vu qu'il n'est pas un exemple de vie. Mais on va souvent vous dire, tel te dépasse en argent. Tu es aigri, tu es jaloux. Tu vas à pied. Tu vas à pied. Donc, tu as faim. Le modèle, et je vous ai dit que j'ai commencé à vérifier les profils, par exemple. Je disais à Basson, ce matin, il est venu me prendre à la maison, et je lui disais qu'il y a un jeune de Mvogada qui m'a insulté. Et vous savez, quand j'ai vérifié le profil, ce qu'il fait, non. Il place les ongles aux femmes au marché Mvogada. Et c'est lui qui insulte le continent de consultants. Il a écrit cet idiot de Niemek. Et lui place les ongles au marché Mvogada. Quand un pays en arrive là, regardez, oh, je ne veux pas donner d'autres détails, mais regardez. Ce n'est pas qu'il avait fait les études, il a fini. Et pour me dire, idiot, il met 2 T. Vous voyez, donc on est dans un pays, et quand je me demande pourquoi il dit qu'il est passionné d'un tel. Voilà. Donc, et la seule valeur qu'on connaît aujourd'hui, et regardez par exemple, et ça il faut percer l'abcès, les problèmes que nous subissons aujourd'hui, même dans nos familles, vous parlez d'éducation. Quand vous indexez quelqu'un qui a, entre guillemets, beaucoup d'argent, tout le monde se lève contre vous, non pas pour s'attaquer à vos arguments, mais on s'attaque à la nourriture qu'ils pourraient leur donner ou dont ils pourraient être privés. Vous comprenez ça? C'est ce que vous voyez partout. Même vos collaborateurs vous disent, tu parles de tel, il te dépasse. Parce que la famille qui les tenaille leur fait penser qu'on pourrait leur envoyer de l'argent. Il te dépasse. Est-ce qu'il te dépasse en quoi? Merci, Pierre. Donc, éduquer, c'est donner un modèle. L'éducation est une action exercée par des adultes sur des enfants. Elle est prédéfinie par une société en indiquant le modèle d'individu que nous voulons à terme obtenir, avoir. Et cela se traduit par des manières de faire, des manières d'agir, des manières d'être. S'il n'y a pas ça, les discours ne servent à rien. Si vous courez seulement après la gueuse, vous courez parce qu'on a dit que tel a les milliards et tout, vous arrêtez de réfléchir, vous n'éduquez personne. Il y a des enseignants qui vous forment, il y en a qui vous déforment. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niemek. Il y a des enseignants qui vous forment. Malheureusement, il y en a également qui vous déforment. Le temps pour nous d'accueillir la seule femme sur le plateau. Bonjour Madame Bissot-Biela, épouse Sanama Elisabeth. Épouse Sima Elisabeth. Sima Elisabeth. Sima Sanama Yakampa. Épouse Sima Elisabeth. Que votre époux m'en excuse. Oh, il peut croire que il y a un Sanama caché. Loin de là. C'est 28 ans de mariage, donc il ne craint rien. Ah non, 28 ans de mariage. C'est entouré, enchaîné dans le sang de Jésus. Il y a eu des hauts, des bas. Et puis, il faut laisser ça, madame. C'est même maintenant que tout peut arriver. C'est même maintenant que tout peut arriver. Si l'endort le système, il va mourir. Monsieur Niemek, c'est 28 ans de mariage. Non, Monsieur Sima n'a plus peur de rien. Il doit avoir peur. Comment vous allez, madame? Bonjour, Pafa ici. Bonjour à tout le panel. C'est toujours un plaisir d'être chez vous. Je souligne que vous êtes femme politique, vous êtes du côté de l'UNDP. Effectivement, où je vais saluer tous les militants de l'UNDP qui sont en plein renouvellement d'organes de base. Et je salue surtout notre président national, son Excellence Bello Bouba Maïgari. Notre frère du Nord. Notre frère du Nord. Bello Bouba Maïgari. C'est le ministre d'État. Ah, ministre d'État. D'accord. Depuis qu'il est ministre d'État, il n'est plus opposant, quoi.
Oh, Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument étouffer Madame. Est-ce que Bolo va encore Monsieur Nemeka a toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau. Oui, je ne cache pas ça. Apparemment, elle est excitée. Bon, je voulais aussi dire à M. Nemeka qu'il n'y a pas de son métier, mais il y a juste de sauter gens, qu'il excuse le jeune frère qu'il a appelé idiot avec 2 T. Non, madame, je dis quelque chose. Hein. C'est vrai, quand j'évoque le métier, les gens peuvent mal le prendre. Parfait, il faut que je précise. Moi, je pense que vous avez été très clair. Je suis clair. Préciser. Bon. En général, des gens qui ont des professions ou des carrières, des vies ratées, c'est la vérité, ont l'impression, au niveau verbal, de se rattraper en insultant les gens. Ah, ça, Depuis que je parle des questions ici, je n'insulte pas les gens. Et puis moi, je n'ai pas peur de dire à quelqu'un que tu fais mal. En famille, quand je grandissais, les tontons qui avaient beaucoup d'argent n'aimaient pas qu'on leur dise qu'ils font mal parce qu'ils n'allaient plus vous donner l'argent. Mais moi, j'avais l'habitude de dire, même si tu as les beignets en main, je te dis que tu es laid. Si tu ne veux pas me donner, tu ne me donnes plus. On s'est habitué à moi comme ça. J'ai grandi comme ça. L'un de mes papas, Maître Tan Emmanuel, ancien président de l'Assemblée générale des avocats du Cameroun, pour lui rendre hommage, a souvent dit aux gens que l'enfant Niemexi, moi je l'ai adopté parce que lui, il affronte, il dit à tout le monde ce qu'il pense. Merci. Tu es riche, je te dis que tu fais mal. Et mon grand-père, dont je suis l'homonyme, me disait que si un riche te provoque et qu'il t'arrive de vouloir te venger, tape suffisamment le riche parce que tu sais qu'après tu iras en prison. Merci beaucoup. On va passer la parole au professeur Noubissé. Professeur, nous sommes là avec le magazine Probe de la Nation qui pense donc à l'une de ces unes que l'éducation peut être un moyen de tordre le cou à la corruption. Oui, je partage entièrement cette idée pour plusieurs raisons, parce que l'éducation change les schémas de compréhension, d'analyse et d'orientation. Éducation vient de educatio, qui veut dire conduire. Alors, il faut mettre en place une nouvelle forme de conduite, tout en sachant où est-ce qu'on amène les gens. Bon, on aura un processus de modification des schèmes comportementaux et des schèmes cognitifs de base, qui sont les leviers en termes d'édifice de la personnalité. Alors, si l'éducation capitalise les valeurs, c'est-à-dire les valeurs dans le sens de vivre avec ce qu'on a, de ne pas prendre dans les caisses qui ne sont pas les vôtres, de ne pas remettre à des places les gens qui n'ont pas le mérite, qui ne méritent pas à être à cette place-là, c'est un levier incontestable pour la lutte contre la corruption. Parce que la pratique de la corruption est parfois liée à un système qui facilite la corruption, c'est-à-dire un système qui ne capitalise pas le mérite et qui oriente les individus à croire que même en ne méritant pas, on peut avoir une certaine position sur le plan social. Et j'aimerais le dire, c'est juste, il va peut-être falloir faire une forme de réforme sur le plan éducatif pour que ces valeurs-là soient apprises dès la base, à partir de la maternelle, du primaire, du secondaire et de l'université. Et avant de venir à votre émission, il y a un message qui circule dans les réseaux sociaux en disant, à la veille de la rentrée scolaire, il va falloir apprendre aux enfants les éléments simples, comme dit bonjour, comme dit bonsoir, comme dit comment tu vas, comme dit merci. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs et ce sont des valeurs qu'il va falloir capitaliser et qui sont au-delà des valeurs capitalistes et des valeurs purement financières. Parce que le sujet qui se construit une personnalité en éloignant dans son schéma de compréhension, dans son schéma de conduite et d'habitude, les marqueurs de la corruption sera une valeur et participera de manière purement pertinente et exponentielle à l'évolution et au développement de son pays. Je reste dans le même sens pour dire que je ne suis pas très d'accord avec le frère M. Niemek quand il dit que les enseignants sont des gueux. Moi, j'aimerais qu'il dise peut-être qu'il essaie de nuancer ses propos parce que c'est extrêmement vaste et ça touche à tout le monde. Moi, je ne me considère pas comme un gueux. Je suis un enseignant, je pratique ce métier depuis le 5 octobre 2008 comme enseignant de 2005 comme enseignant à l'université de 1 et je ne me suis jamais retrouvé en train de prendre de l'argent à un étudiant ou en train de harceler une fille pour des questions dans ce sens-là. Bon, pour dire que ils sont peut-être d'embellir
D'embellir beaucoup plus, parce que certains collègues peuvent se trouver suffisamment blessés. Et nous sommes dans un pays, je chute par là, parce qu'il a voulu bien dire, il a voulu passer un message dans la reconsidération du personnel enseignant camerounais. C'est le message qu'il a voulu passer. Et je le connais, je sais un peu quel est son style, avec un peu de violence anti-guillemets, mais parfois ça peut toucher la personne qui n'est pas psychologue comme moi, qui ne comprend pas quelle est l'optique, quelle est la revendication, quelle est la dénonciation anti-guillemets qu'on mettait sur place. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que si on ne revalorise pas les conditions des enseignants à partir du primaire, à partir même du maternel, de la maternelle, il y aura un problème. On va voir ces enseignantes de l'école primaire parfois qui demandent, ce sont des faits qui nous reviennent, qui avaient des problèmes de goûter, je ne voudrais pas entrer dans les fonds baptismaux. Qui volent le goûter des enfants. Ce sont des questions qui sont d'actualité. Bon, je pense que je partagerai ce point de vue avec lui, celui de la revalorisation des conditions de vie et des conditions de paiement des plus personnels enseignants camerounais, mais pas en les traitant déjà du gueux, parce que c'est un peu dur. Merci. Pierre Blaireau, vraiment, vous aurez une minute, parce que Bernardo n'est pas là pour le décor. Vous êtes psychologue, et ceux qui ne le sont pas, on ne peut pas pleurer votre deuil plus que vous-même. Vraiment, on ne peut pas pleurer le deuil des enseignants plus que les enseignants d'université, par exemple, sont le sommet des savoirs. C'est ici que je dois rappeler que les enseignants d'université, qui sont le sommet de savoir, démarrent leur carrière avec à peu près 300 000 francs de salaire mensuel. Et c'est normal dans un pays qui a notre niveau de vie, que pour s'acheter une voiture, ils doivent compter sur des choses pas possibles. Est-ce qu'un enseignant d'université peut mener une vie normale au Cameroun en comptant sur ses revenus objectifs? En moyenne. Bon, en fait, si c'est une réponse, je vais répondre rapidement en disant ceci. Sur le plan universitaire, je pense que les collègues et nous-mêmes, nous essayons de faire des efforts pour capitaliser les revenus que nous avons et nous planifions, parce que c'est une question de planification. Non, vous faites des efforts avec mais je dis, moi, je ne dois pas pleurer votre deuil plus que vous-même. Monsieur Niamek, suivez bien. La question de la valeur et la question du bien-être, ce sont des questions qui sont subjectives. Non, le bien-être n'est pas subjectif. Il y a une orientation subjective. Non, le bien-être est objectif. Il est mesurable. Il y a le seuil de pauvreté qui est situé. Le bien-être est mesurable. Vous allez permettre. Parce que si vous insistez, je vais dire que quand je vais à l'université, je compte le nombre de voitures neuves. Dans toute l'université de Yaoundé. Suivez très bien. Suivez d'abord professeur Lobissi. N'orientons pas ce débat dans un autre sens. Restons dans le sens du bien-être. En tant que psychologue, le bien-être est subjectif et personne ne dira le contraire. Pourquoi? Suivez bien. Oui. Suivez bien. Voilà. On dit qu'il faut que celui qui dépense moins d'$1 par jour est pauvre. C'est une question mentale, ce n'est pas une question matérielle. La grand-mère qui quitte le matin, elle prend son panier, elle va au champ, elle prend le manioc, elle met dans son champ, elle prend les noix de palme, elle met dans son champ, elle va là où elle a mis son piège, elle prend les hérissons, elle met dans son panier, elle rentre chez elle, son mari qui allait recueillir le vin de palme, elle fait un bon repas, elle n'a pas dépensé $1. Et je fais très bien. Et l'autre dynamique, c'est quoi? C'est que quand je dis que le bien-être mental, à chaque sujet, de définir le seuil de satisfaction qui lui est personnel. Si nous voulons voir un seuil qui est collectif, on aura tous les problèmes du monde entier. On parlera, suivez très bien, on aura tous les problèmes du monde entier. Mais à chacun de définir quel est le seuil qui lui attribue sa satisfaction et qui lui attribue son bien-être. C'est extrêmement subjectif. Non, je suis obligé donc de monter d'un cran. Le bien-être n'a jamais été subjectif. Il est objectif. C'est le bonheur qui est subjectif. Le bien-être est mesurable. Et Njomwele évoque la question du bien-être dans et c'est d'une signification humaine de l'existence. Il dit ceci. Je parle en tant que psychologue. Non, moi je parle en tant que philosophe. Voilà. C'est le faux problème de la pauvreté qui s'ignore. Quand il décrit exactement le pygmée qui ne connaîtrait pas ci ou ça, et à qui cela ne manquerait pas. Nous sommes dans un même pays, tous les enseignants vivent le même système matériel et économique de ce pays. Ils ont donc les mêmes besoins économiques. Ce n'est pas la conscience qui détermine la manière d'être, c'est la manière d'être qui détermine la conscience des peuples. Donc, si vous n'êtes pas pauvre parce qu'on pense que vous êtes pauvre, ou parce que vous êtes pauvre parce que vous ne pouvez pas satisfaire vos besoins.
C'est clair. Merci beaucoup. D'accord. On va quitter ce débat entre psychologues et philosophes. Je vais préférer passer la parole aux juristes. Je ne sais pas si là-bas, ils parlent aussi beaucoup de bien-être. Alors, Bernardo Basson, nous étions en plein dans l'éducation et j'ai pris ce sujet de probe de la Nation, qui est un nouveau magazine sur le terrain. Bernardo Basson, Blaireau a posé une autre question. C'est vrai que le psychologue dit qu'il est entièrement d'accord avec le journal. C'est-à-dire qu'il faut passer par l'éducation pour tordre le cou à la corruption. Mais Blériot dit que si les corrupteurs même sont là des éducateurs, on fait comment? Le professeur Nobissi a une posture très particulière. Il commence avec la psychologie, finit avec la sociologie. Vous voyez. Puisqu'il est psychosociologue. Il est dans son élément. Oui, vous voyez. Il intègre... Parce que dans la psychologie pure, on traite de l'individu. Dans la psychosociologie, on traite de l'individu dans le groupe et du groupe de l'influence sur l'individu. Dans la sociologie, on s'intéresse à la société. Vous voyez donc, et il est à cheval dans cette base d'exposer entre ces trois éléments. Mais à la réalité, juste pour faire une petite inférence, le bien-être, ça ne s'apprécie plus individuellement. Il s'apprécie sur la base d'un échantillon représentatif de personnes. Parce que ça devient un problème social qui n'est plus individuel. Tandis que le bonheur lui est relativement individuel. C'était juste une digression. Maintenant, également, M. Nobissi a dit une chose. Peut-être il a éludé volontairement une autre. L'éducation, il a dit c'est conduire. Éducation, qui est conduire. Sauf que en psychologie, ce n'est pas que conduire. Parce qu'on peut conduire de manière linéaire. C'est conduire vers le haut, donc en s'élevant. On est d'accord. Quand on dit éduquer, ce n'est pas que conduire quelqu'un. On peut conduire d'ici à là, on n'a pas vraiment avancé. C'est conduire quelqu'un d'un point A vers un point B par une chaîne de systèmes qu'on met en place pour le dresser d'une certaine façon. Mais surtout, l'éducation a deux principales variables. On peut éduquer soit par le bas, soit par le haut. Par le bas, c'est-à-dire on commence par les plus jeunes, à travers un système de valeurs qui vont créer un système de pensée. Soit par le haut, à travers le chaos. La violence également éduque. Parce que lorsque au Cameroun on est trop corrompu, pour changer la mentalité de la corruption, ça peut prendre 50, 100 ans. Et parfois, la répression est tellement forte qu'elle crée en certains la psychose, une vraie peur qui vous limite. Un peu comme dans certains pays, on a vu les chefs d'État tuer certains de leurs frères qui avaient volé. Vous voyez que ça crée une telle peur que ça vous enseigne une valeur par la contrainte et non par le système de parole ou d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut éduquer soit par la douceur, soit par la douleur. Il a évoqué la douceur très pertinemment et également la douleur qui peut être importante. Au Cameroun, pour moi, quand le magazine parle d'éducation, c'est pertinent, mais l'idée de vouloir porter des mots, porter des messages ou porter des actes, à mon sens, sera inopérante. Parce que la gangrène est tellement profonde. Il faut associer à ce système éducatif verbal ou gestuel un système répressif important à un niveau équilibré suffisamment intéressant pour que le citoyen apprenne qu'il le veuille ou pas. Merci beaucoup. Je pense que le débat est tellement élevé ce matin. On se croirait à l'amphi avec des thèses et contre-thèses, des démonstrations et contre-démonstrations sur l'éducation, sur le bien-être, sur le bonheur, en passant par je ne sais pas moi quoi. Je préfère prendre une touche pause. Place maintenant à la dénonciation de ce jour, la dénonciation qui restera une œuvre exclusive de Bernardo Basson. Alors, El Perfecto aujourd'hui, je ne suis pas dénonciateur, c'est un époux qui dénonce le comportement, une fois de plus, de sa belle famille, comme c'est souvent le cas, et qui m'a rencontré très récemment pour cela. Alors, il me fait comprendre que ça fait 15 ans qu'il est marié avec sa femme, et ils ont souvent des scènes de ménage. Mais que, généralement, lorsqu'il se chamane avec sa femme appelle ses frères et sœurs pour dire qu'elle est torturée, elle est menacée, et ils viennent, ils le bastonnent généralement, l'époux. Ah bon? Oui. Donc, Ton frère? non, les frères de la femme viennent généralement
bastonner le monsieur lorsque sa femme et lui sont à couteau tirés dans le ménage. Donc sa femme lui a des problèmes, des scènes de ménage. La femme appelle sa famille pour dire que généralement elle est torturée et la famille de la femme arrive et bastonne le monsieur. On lui donne une leçon. Oui, et donc récemment on l'a encore frappé et il a piégé l'un de ses beaux-frères qu'il a fait fouetter également par certaines personnes qu'il a recrutées dans le noir. Et sa femme a fini par être au courant. Elle décide de quitter le foyer parce que elle estime que il n'a pas à faire ça, il n'a pas à battre sur son frère. Et il me dit vraiment, c'est sa femme, il aime beaucoup sa femme, il ne veut pas la perdre, il ne sait pas trop comment faire. Bon, je lui ai dit que mon père, tout ce soir, il a pas trop de problèmes. Là, autre problème. C'est toi qu'on tape, c'est toi qui veux taper les problèmes encore. Tu tapes, tu ne tapes pas, on te tape toujours, je ne comprends pas. Là, il me dit vraiment, quelqu'un vient dénoncer, et toi tu lui réponds. Aboubakar, ça c'est Aboubakar. Elle parle, je parle. Donc quand je parle, on en parle. Je lui ai dit vraiment, tu vas se faire le problème au début, tu vas écouter les points de vue des uns et des autres et puis tu pourras te faire ta propre idée. Et il est en train de nous regarder en ce moment. Oh, nous parlons. Il regarde. Il est du côté de Mendon. D'accord. Alors, je passe la parole à Madame Bissot Biela. Madame, vous êtes vraiment une épouse, vous avez dit tout à l'heure, 28 ans de mariage. Une femme qui accepte que sa belle famille vienne, que sa famille vienne fouetter son époux, est-ce qu'il y a vraiment amour? Moi, je considère que cette femme, c'est une sorcière. Elle n'a jamais aimé son mari. Parce que quand tu permets déjà à tes frères de manquer du respect à ton mari, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas une femme, une épouse, en fait. Et le secret d'un mariage qui met long par expérience, c'est de ne jamais mêler ses frères et sœurs dans vos problèmes de couple. C'est-à-dire, si mon mari m'a même cassé la dent, si mon frère arrive, mais pourquoi? Je vais lui dire juste, je suis tombée. Je suis tombée. Oui, et c'est pas pour encourager la violence, mais c'est pour dire le mariage, il a ses secrets. Si ce monsieur réagit aussi par la violence, on l'a tabassé, il fait tabasser, au final, il y aura mort d'homme. Parce que ça garde beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune. Moi, j'ai vu un monsieur qui avait bastonné sa femme avec une tringle de rideau. Et il a fait avoir des bleus partout. Et après, il allait la laisser chez ses parents. Bon, ayant des frères militaires, des frères sont venus aussi taper le monsieur. Et le monsieur s'est retrouvé dans le coma à l'hôpital. Oh là là. Et c'est la dame même qui commence à accuser ses frères. Vous avez tué mon mari. À ses frères que vous ne voulez pas mon mariage. Est-ce que s'il est venu, est-ce que. Et ce sont souvent des choses pas bonnes. Les frères qui bastonnent aussi leurs beaux-frères, ils s'imaginent qu'eux-mêmes ils vont épouser des femmes. Et que ces femmes aussi pourront avoir des frères ou des pères violents parce que je me rappelle le général Asso, dans sa jeunesse, quand sa fille venait se plaindre, lui il prenait des militaires, il allait tabasser ses beaux-fils. Ah bon? Oui, où il les faisait venir au quartier général, il les faisait vraiment tabasser. Oui, donc ce sont des choses souvent pas très bien. J'ai fini de me tabasser comme ça, je m'en vais encore tabasser ta fille. mêler la belle famille ou les frères. Et ça, ce sont des femmes généralement, on dit la femme elle est méchante de nature. Pourquoi? Parce que la femme trouve un plaisir à voir son mari rabaissé par ses frères et là elle trouve qu'elle le domine. Si tu me fais encore ça, je vais appeler mes frères. Ben c'est pas une femme vraiment. Que ce monsieur prie Dieu et qu'il nous encourageons généralement par les séparations, mais qu'il la laisse tomber, il aura une femme qui sera sa femme. Merci beaucoup, professeur Noubissi. Vous êtes justement psychosociologue. Vous observez ces violences au niveau de nos foyers. Maintenant, nous sommes en face d'un foyer où la belle famille du monsieur vient régulièrement lui donner quelques fessées. Maintenant, le problème qui se pose est que le gars également a piégé un de ses beaux-frères qui le tabasse souvent. Il a aussi fait tabasser par d'autres personnes. Et maintenant, la femme est très fâchée.
Elle dit qu'elle doit quitter ce mariage parce que son mari a fait tabasser son petit frère ou bien son frère. Votre commentaire et votre regard. Oui, le commentaire que j'ai, je vais un peu suivre madame qui a ouvert le débat. Je vais dans le même sens qu'elle, en restant dans la posture qui est mienne, celle du psychosociologue, pour dire d'abord que on doit tout faire pour que la violence ne s'introduise pas dans les couples. Parce que beaucoup d'hommes vont vous dire ils tapent sur leur femme. Moi, je pense que taper sur une femme, déjà, c'est maladroit. Parce que je me demande comment on peut taper sur une femme. Mais il y a des femmes aussi qui dérangent. Hein. Suivez d'abord, taper sur une femme chez moi, c'est maladroit. Parce que les femmes dérangent, certes. Mais il y a même d'autres femmes. Il y a les hommes qui dérangent. Pourquoi on ne tape pas sur tous les hommes qui nous dérangent? Ça, est-ce que tu es au courant qu'il y a des femmes qui aiment être tabassées par leur mari? Je voulais y arriver. Je voulais faire une analyse à 3 niveaux. L'analyse au premier niveau, c'est que beaucoup d'hommes introduisent la violence dans le couple du fait de la rassurance qu'ils ont d'être supérieurs physiquement à leur épouse. Parce que je reçois beaucoup dans mon cabinet, ils vont vous dire c'est que ma femme m'a dérangé, c'est qu'elle a fait, un ne pourra pas supporter. Je lui ai dit, bon, si Francis Ganou, tu avais fait la même chose, est-ce que tu vas battre sur lui? Ça, c'est la première question que je lui pose. Alors, comme pour dire que c'est pas parce qu'elles sont le sexe faible qu'elles devaient subir nos égards émotionnels et sur le plan beaucoup plus de nos frustrations. Deuxième chose également, c'est que aucune femme ne devrait accepter que son frère vienne battre sur son époux. Parce que la cohésion familiale risque d'être tordue jusqu'à la fin. Parce que les enfants vont observer comment ce frère est venu battre sur le papa et ça va créer chez eux un instinct de vengeance. Et ça va créer non seulement un désaccord continu dans la famille, et ça créerait également que demain ces enfants risqueraient d'aller également venger leur papa. Maintenant, l'épouse qui dit qu'elle va divorcer, qu'elle va fuir le mariage, du fait que son mari aussi ait pris le revers en venant avec des gens qui ont battu sur son frère, je ne suis pas divin, mais il va falloir toujours comprendre les bases de cette relation. Parce que, est-ce que c'est vraiment une relation solide? Est-ce que le mariage se rompt aussi facilement du fait d'une violence à deux pôles? Le pôle de la femme et le pôle de l'homme, et que le mécontentement de la femme lui demande, en fait, dans son mécontentement, elle demande partie. Bon, dans la réalité, et malheureusement, c'est ça notre petite bêtise. Alors, le monsieur nous regarde, hein, et le monsieur a besoin d'une solution. Que doit-il faire? Il nous a rappelé en passant qu'il ne veut pas perdre cette femme. Très bien. La seule chose qu'il doit faire, et urgemment, c'est d'aller vers la femme et négocier en lui disant qu'il ne fera plus jamais intervenir la violence dans la famille. Est-ce que lui, il oublie la violence qu'il lui subit souvent? Puisqu'il ne subira plus. Si lui déjà, moi je vous dis ceci, avec un peu d'expérience, pas sur le plan de la violence, parce que je n'ai jamais violenté mon épouse, sur le plan du vécu de la relation à autrui. Dans la majorité des cas, celui qui bat, c'est vrai qu'il y a également les hommes qui sont battus, j'ai suivi une émission là-dessus également, qui sont battus par leur épouse. Mais il faut faire l'effort de ne pas arriver à l'usage de la violence. Sur la forme physique, parce que la violence sur la forme morale, sur la forme psychologique, sur la forme sexuelle, peut avoir d'autres orientations. La violence qui fait beaucoup plus mal, c'est la violence physique. N'allez pas me demander si la violence sexuelle fait beaucoup plus mal également, mais il y a... La violence sexuelle, peut-être on en parlera tout à l'heure dans le thème principal. Bon, pour dire que le monsieur qui nous écoute, s'il est vraiment amoureux de son épouse, comme lui dit, il va falloir qu'il aille vers cette femme pour négocier et lui promettre de ne jamais plus porter la main sur elle et s'excuser devant ses frères et sœurs. Et je pense qu'il aurait trouvé une solution, peut-être un début de solution à ces problèmes. Pierre Blérieux, Niamek, je suis désolé parce que le monsieur nous regarde à l'instant. J'ai envie de poser une question. C'est même quel genre de monsieur là? Que le prof même dit quoi? La famille de ta femme vient te taper chez toi. Que monsieur ne parle. Je vais parler. Je vous passe la parole. Non, ne posez pas ce genre de questions. En fait, les notions d'homme et de femme ne sont pas proprement des notions d'apparence. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui ressemble à un homme et vous voyez un autre qui ressemble à une femme que vous pouvez distinguer que voici l'homme. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. La perception assimilante, c'est pas comme ça. Être homme, ce n'est pas avoir un visage d'homme, puis je sais pas quoi d'autre. La barbe. La barbe, non.
c'est autre chose. Parce que quand une femme chez nous dit que mon mari est un homme, elle parle de beaucoup de choses. Et les Bassa disent Ngonde Ngwelbour Bangi Gwalak. C'est-à-dire il y a une petite maladie chez les Bassa qui s'attaque seulement aux gens qui n'ont pas les ongles. Parce qu'il suffit de gratter pour qu'elle s'en aille. Je ne vois pas un homme normal qui pourrait être bastonné par sa belle famille. Je ne vois pas. Même si c'est le général qui l'a... À son âme. Même lui. Non. Si vous allez... Bon, il y a des gens qui sont en mode gigolo. Ils sont allés chercher les filles des grands, espérant que c'est les filles des grands qui allaient faire leur vie. Bon, pourquoi pas les appeler les hommes? Moi, même si une femme a plus de moyens que moi, c'est moi qui suis l'homme. L'idée vient d'où? Parfois ici, quand j'arrive chez moi, si j'observe que beaucoup de membres de ma belle famille sont assis sur les canapés, je vous regarde mal, que ce n'est pas normal. Et pourquoi? Allez vous asseoir sur de simples sièges. Le patron est là. Le patron est là. Vous ne pouvez pas être assis chez moi comme si vous étiez chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez moi. Et je ne veux même pas voir le genre de beau-frère qui s'asseye et me pose des pieds sur la table. Je te demande... Tes pieds font quoi sur la table? Quand tu me vois entrer chez moi, toi-même tu les enlèves rapidement. Et quand je suis avec mes amis comme papa ici, je te demande de te retirer. Quand beau-frère est chez moi, il vient là comme quelqu'un qui est venu pour qu'on lui rende des petits services. Donc l'idée de venir taper, les taper, ça va se passer comment? Donc je ne vois pas comment ça se passe chez un vrai homme. Très bien. Maintenant, le mal a été fait. Le monsieur nous regarde. Non, le monsieur... Que doit-il faire? Il ne veut pas perdre sa femme. Il dit le monsieur est la femme du foyer. Oh là là. Non, ça c'est la vérité. Ouais, donc il ne veut pas perdre son mari. Blériot, je vous dis que le monsieur là nous regarde. C'est ce que je dis. Ah non. Vous avez une solution, vous le blessez comme ça? Non. Comme il est la femme, il est habitué à subir les choses que les femmes subissent. Donc il continue, il fait comme le professeur a dit là, il pardonne, s'excuser, pas négocier. Il se met à genoux, il pleure. Les femmes pleurent souvent. Il pleure, il dit que vraiment mon géniteur avait un problème. Quand il avait des conflits avec son épouse, elle partait de l'Ixon-Opunvogada avec la valise qui avait des roues à l'époque. Elle descendait la colline. Quand on réglait les problèmes dans la famille de mon père, c'est mon père qui devait porter la valise sur la tête parce qu'elle ne peut pas rouler en montant. Mon père a donc dû casser les roues pour que si elle veut descendre avec, qu'elle porte. Non. Vous ne pouvez pas vous substituer. Et puis si tu pars de toi-même, tu dois revenir par toi-même. On ne part pas chercher quelqu'un qui est parti de lui-même. C'est la voie que vous empruntez quand vous sortez. La même voie, vous l'empruntez en rentrant. Maintenant, pour agir comme ça, il faut être homme. Femme, femme. Si vous n'êtes donc pas un homme. Et puis, ça ne se limite pas là. Basson va peut-être le dire. Parce que la domination, on va parler du sexe là maintenant. Je ne suis pas sûr que ce monsieur satisfait normalement sa femme. Ah bon? Parce que si tu satisfais sexuellement ta femme, elle ne peut pas te faire bastonner. La meilleure punition, c'est que je ne te touche plus. je vais voir. Parce que c'est dur de trouver un homme qui satisfait bien. Merci donc, beaucoup. je te prive. Je dis que tu vas rester comme ça pendant... Vous faites l'embargo. Oui. Merci. Bernardo Basson, le monsieur subit des violences au sein de son ménage. Entre-temps, il y a également eu d'autres violences à l'endroit de son beau-frère. Que doit-on faire? Le professeur nous dit, on a la même inclinaison, on travaille dans la psychologie. Mais j'aime souvent dire en tant que juriste d'abord que le droit ne résout pas tout. C'est clair. C'est une des sciences sociales. De même, la psychologie ne résout pas tout. Il y a des situations qu'il faut régler, parfois par la morale, parfois par la religion, parfois par l'anthropologie. Donc, les sciences sociales sont tellement diverses que une seule ne résout pas tous les problèmes. C'est pourquoi je ne prendrai pas une casquette particulière pour donner mon point de vue. Premièrement, je me suis mis avec parce qu'il dit ce que moi j'avais à dire. L'histoire que je ne veux pas perdre ma femme, je l'aime. Tu aimes quoi? Mais tu aimes ta femme? Non, il faut laisser ça. Comment ça? Non. Est-ce qu'on se marie parce qu'on aime?
On se marie pas. On se marie non, pourquoi? Dès qu'on se met en relation parce qu'on est amoureux, c'est voué à l'échec. Ah bon? Oh là là. C'est voué à l'échec. L'amour ne peut pas t'aider On se longtemps. met en relation parce qu'on est compatible. D'abord, parce que l'amour est un feu. Aucune flamme n'est stable. Avec le temps, la flamme grandit et puis elle s'affaisse. Et quand la flamme grandit, on est bien. Quand elle s'affaisse, c'est la crise. Il faut donc une base suffisamment forte pour que, même lorsque la flamme commence à vaciller, on puisse tenir ensemble. Cette base, c'est la compatibilité. Je peux être une femme, comme je l'ai souvent dit. Je suis un homme. J'aime une femme qui est violente verbalement. Je vais la quitter. On n'est pas compatible. Parce que moi, je n'aime pas les problèmes à la maison. Pourtant, je peux l'aimer. Une femme peut aimer un homme qui est violent. Elle l'aime. Mais il est violent. Elle est fragile. Ils sont incompatibles. Et donc, si se mettent ensemble, elle va mourir. Ou lui, il mourra. Donc, Madame Bernard Bissot, c'est mon avis. Hein. Il faut une base autre que l'amour, sur laquelle l'amour vient donc se poser pour créer la flamme de la relation. Ça, c'est d'un. 2. La femme là n'est pas ta femme. Tu as pris la femme d'autrui. Tu as mis dans ta maison pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, ça a cuit. Mais là dehors, cherche une petite fille de 20 ans qui va te faire vibrer comme l'associatif. Tu te retrouves debout comme l'homme, comme la bonne et tu avances. Troisièmement, attention, hein. Je La vous fille de avais 20 ans peut même venir lui donner la WC. mais il n'aura pas la WC, elle va l'éduquer. J'ai toujours dit ici, je répète Merci encore là-dessus, d'aujourd'hui. que pour qu'un homme avec H, ça c'est mes travaux personnels, pour qu'un homme avec H soit homme dans son foyer, je l'ai toujours dit ici, il faut 4 éléments, je répète encore aujourd'hui. Le premier élément, la gestion des émotions doit être équilibrée. Le deuxième élément, la qualité du rapport sexuel. L'homme, c'est les reins. L'homme, c'est le rein. Bobo, la hanche, l'homme, c'est le rein. Il faut être debout comme la borne. Troisièmement, la quantité et la qualité des avoirs. La qualité des avoirs, parce que parfois, on a des avoirs de la sorcellerie, des ossements humains, des organes humains qu'on va vend. La qualité des avoirs est douteuse. Quatrièmement, la quantité et la qualité des savoirs. Il faut être intéressant. Ta femme doit être fan de toi. Quand elle te voit, elle dit que non, mon show est intelligent, mon show est brillant. Quand tu es un homme, quand tu parles, tu as d'abord une voix de femme. Tu parles, tu dis que tu dors avec ta femme, parfois elle te tourne le dos. C'est que tu ne fais pas bien. Il faut bien faire l'amour aux femmes. Et tout le temps. À partir de 50 ans, tu ralentis, mais avant 50 ans, tu dois être vif comme le verre, comme le poisson ciblé dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a que... Donc, cette femme ici ne dormait pas bien d'abord. Hein. Je lui ai demandé, il me dit que souvent c'est elle qui décide. Elle décide quoi du sexe? Bon, c'est pas qu'on l'étouffe, elle. Non, elle doit quand même donner son point de vue si elle est fatiguée et tout. Mais on regarde tout cela, il doit donc accepter que l'homme soit bastonné par sa famille. non, en plus même. C'est parce que je ne veux pas seulement citer la communauté, mais vous aurez compris, ça peut créer d'autres problèmes. Mais peut-être les gens de chez eux, moi je sais pas, c'est pas pour être stigmatisant, mais peut-être ils sont comme ça. Moi, mes maçons. Là, tu es qui? Ça veut dire quoi? Quand tu veux me taper chez moi, tu es qui? Vous ne disais, je mets les organes là, ce n'est pas bon. Merci, on va compris. Les hommes qui nous regardent là, ta belle, monsieur, il y a des choses comme moi. D'abord, le canapé dans une maison, soyez observateur. Vous allez toujours voir la photo du père de la maison, soit en face, soit en haut du canapé. Soit en haut, soit en face. C'est la place du père. Dans ma maison, même ma femme, s'assoit sur mon canapé, d'abord elle réfléchit. Elle réfléchit. Mon enfant, 0. Ma belle famille, ma belle-mère, mes parents, 0. Pas sur mon canapé, jamais. Merci beaucoup. Mon beau s'assoit, il met les pieds là, qui est qui? C'est compris. Donc, il faut arrêter ça. Tu es un homme, tu la quittes, point, elle va se chercher. Tu as un peu de moyens. Prends une jeune fille de 22 ans qui est brune et lancée, qui peut encore te faire vibrer. Tu vis ta vie avec elle. Brune en plus. Elle m'a donné Et lancée. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. Bonjour le Phénix. J'ai eu Malière. Je pense qu'il voulait parler d'avant-hier. Quand j'ai constaté que Blériot était malade. Le sujet d'hier sur la FECAFOOT convenait net. C'est Djibril Anjamena qui envoie le message. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto Lokifi des modérateurs, shalom aux démineurs. Merci pour ces débats de haut vol et la pluralité des visions, diversité qui fonde le creuset de l'affluence et l'influence de espaces minés. Finalement, l'éducation doit se faire avec une main de fer, dans un gant de velours, alternant la douceur et la douleur, de façon contextuelle pour atteindre le paragon de citoyens dont les anthropologues auront prédéfini les critères
critères d'identification. Que Dieu vous bénisse richement et donne la gloire à Espace Miné par ricochet à Info TV. L'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Autre message ce jour, bonjour parfait. Et s'il n'y a pas de président à la Fédération camerounaise de volley, c'est parce que Eto'o ne veut pas quitter. Vraiment, quand j'entends certaines choses, je suis dépassé. Ce pays est décidément maudit, c'est déplorable. C'est Arnaud Doudia qui envoie le message. C'est un membre de Crapaud FC. Il n'est pas sérieux. Il attaque Ibou FC. Bonjour le panel, merci pour les informations et la paix que vous nous donnez dans nos cœurs. Merci à Ekumdum. Autre préoccupation, je vous amène au 241, c'est le Gabon. Bonjour Perfecto ainsi qu'à ton panel. Je suis très ravi du fait que M. Blérieux Niemek soit de nouveau présent sur le plateau après son absence en début de semaine du fait de son état de santé et à le revoir aujourd'hui avec une telle énergie débordante, on comprend directement qu'il va mieux. Concernant le sujet de l'heure, je dirais que la corruption est devenue comme une pandémie au Cameroun et cela se reflète dans presque tous les domaines de la société. Pour moi, il faut qu'on essaye de se mettre... qu'on essaye de se mettre à cheval entre l'éducation sur la notion de corruption et une application dans le changement de nos systèmes de fonctionnement et de gouvernance, car il ne servirait à rien d'enseigner aux jeunes élèves et étudiants le contraire de ce qu'ils vivent dans la société. À ce niveau, je suis d'accord avec monsieur Blérieux Niemek et le professeur du plateau doit comprendre que le fait qu'il ne s'investit dans des choses illégales en tant qu'enseignant ne signifie pas que ces mœurs font partie du quotidien de la plupart des enseignants et pire encore, ceux de l'université qui se lancent souvent dans un exercice de vente des notes aux étudiants pour leur faire valider les UV en échange de quelques billets de banque. Et c'est vraiment déplorable car cela ternit l'image et la qualité même de notre système éducatif. Le message est tellement... il est long, hein. Il finit en disant que c'est l'un de vos téléspectateurs depuis l'émission Les dinosaures de Vision 4. Merci beaucoup. Autre préoccupation, je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour toute l'équipe d'Info TV qui fait tout pour mettre Espace Miné à notre disposition. Un grand merci à tonton Blérieux qui est toujours au rendez-vous de ses analyses. Concernant le mec qui t'a insulté, ils sont nombreux dans ce pays. Dès qu'on leur offre une bière, ils t'appellent président. Il y a un qui insulte les gens sur Facebook. Dès qu'on fait des reproches, ses fans te disent qu'il a la piscine et une Mercedes. Et quelle limite dans ce pays? Bonjour El Perfecto et aux invités. Cette femme n'est pas une épouse perfecto. Je connais un monsieur dont la sœur avait été battue par son mari. Le monsieur, frère de la fille, a engagé des gens pour bastonner le mari de la sœur. Environ 3 ou 4 jours après, le monsieur a reçu une convocation de sa sœur. Elle lui avait dit que jamais elle ne l'avait appelé pour jouer les super guerriers dans son ménage. C'est Loric. Bonjour parfait et à tout ton panel. Le professeur Loubissier ne fait pas une bonne analyse sur la situation des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier. La rémunération actuelle du personnel de l'État correspond aux réalités de 1980. Le principe voudrait que l'homme vive normalement du métier qu'il exerce. Les détournements des deniers publics et la corruption empêchent le développement économique de notre pays, d'où la faible rémunération. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Une autre préoccupation, je lis comme c'est écrit, hein. Perfecto. Le type de la dénonciation la souffre de faiblesse sexuelle. Wallahi. Non, vraiment, ça ce sont vos mots, hein. Le monsieur n'a jamais dit ça. Et la femme même n'a jamais témoigné. Un homme qui sait qu'il répond encore va accepter se faire tabasser au nom du fait qu'il aime sa femme. Vous allez seulement partir avec votre soeur et l'épouser. Minalmi. Autre message. Bonjour monsieur ici à tout ton panel. Monsieur Niemek, moi je ne mets pas les ongles et je n'ai pas échoué ma vie.
Vraiment. Non. Lisez C'est celui-là. l'idiot avec des Non. Non, parfait, lisez celui-là. Il dit que moi je ne mets pas les ongles et je n'ai pas échoué ma vie. Mais vous n'êtes pas cohérent quand il s'agit de la faute. Pour le reste, ça passe. Par rapport à la dénonciation que cet homme quitte cette femme, elle n'a aucun respect pour lui. Vous voyez que parce que vous ne mettez pas les ongles, vous ne m'avez pas insulté. Si vous mettiez les ongles, vous m'auriez insulté en me mettant 2 T à idiot. 2T ou bien 2D? Je ne sais même non, pas. c'est idiote qu'il a mis avec Je 2T sais à la pas, fin. c'est pas- Bon, après, c'est pas Bonjour différent parfait, aussi. bonjour à tes panélistes. J'ai ri quand j'entends ce Congo-ça de ce matin. Vraiment, Blériot a tout dit. Ce monsieur est mou. Ça doit être un ambassadeur, quelqu'un qui n'a plus aucune crédibilité. C'est pourquoi ses beaux-frères se comportent ainsi. On peut faire ça à un beau des beaux? Non, vraiment. Sauf s'il veut continuer à être bastonné. Sinon, il donnerait à sa femme une bonne quarantaine et qu'il l'ignore. Et c'est signé Hermine Dodja. Bonjour parfait, heureux de vous retrouver ce matin. Ce couple doit se séparer avant que le pire n'arrive, à mon avis. Mais bon, j'ai l'impression que c'est cette dame qui finance leur vie de couple. Beaucoup de courage à lui. C'est Simon Marius Mba depuis le Boudi. Bonjour le maestro du journalisme et tout le panel. Par rapport à la dénonciation, je tire un coup de chapeau à Bernardo Basson pour la mise en valeur du sexe masculin. Il a totalement défini ce qu'un homme doit posséder pour satisfaire la femme. Parfois, les hommes se plaignent des femmes alors que ce sont ces derniers qui n'arrivent pas à satisfaire leur partenaire. C'est Giovanni Duncomo. On va prendre peut-être 3 ou 4 dernières. Je vous amène au 3 au plus 351. Luxembourg. Bonjour le plateau, voilà une autre preuve que la violence n'est pas acceptable dans un couple. Ce n'est pas comme... non. Si je lis ce message, on va dire que nous en voulons encore aux gens d'une certaine église et c'est pas moi quoi, dont je ne lis pas. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Concernant la dénonciation, j'ai l'impression qu'on oublie la violence de l'homme, mais on condamne la riposte de la famille de la femme. Si elle mourait pendant cette bastonnade, dont la femme, c'est un enfant qu'on remet à l'ordre quand bon nous semble, mais ça c'est de la misogynie caractérisée. C'est Edith qui envoie le message. Et de quoi Parfait, pas ici. Edith ne sait pas qu'il y a aussi la famille de l'homme. Parfait, ici, ça, ce sont les discours des femmes qui s'appellent les féministes. Et elles n'ont rien compris. Moi, je suis contre la violence faite aux femmes. Le monsieur a dit, il n'a jamais frappé sa femme. Voilà. Donc, dès qu'ils sont C'est que des fois, il la grondait avec un peu trop de véhémence, avec un peu trop d'énergie. Des fois, elle se retrouvait toute petite parce qu'elle était grondée et elle appelait sa famille pour dire qu'on me menace, on me torture. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est Donc, d'abord une menteuse et à la base. Oui, et donc la réplique était plutôt le fouet. Donc je gronde ma femme. Demandez à Vous Edith venez- s'il n'y a pas Oui. la famille de l'homme aussi. Edith n'a pas fini, hein. Elle dit de plus, comment dire, qu'un être humain aime la bastonnade. Si les deux familles se rencontrent il alors, y a des gens qui ont- au moment où la famille de la femme vient pour bastonner l'homme, et la famille de l'homme arrive, parce que moi, ma maman a 10 garçons. C'est que moi je vais Moi, dire j'aurais à aimé, Edith tout à fait. et je parle sur le contrôle d'une femme. Il y a des femmes qui aiment être bastonnées par leur copain ou bien par leur mari. Ça, c'est une vérité. Ah, oh, vous le confirmez, Ça, c'est madame? une vérité. Il y a des Voilà. femmes, si l'homme ne tape pas, il ne l'aime pas. Voilà. Donc, elle se sent Edith, importante. Vous n'avez pas encore l'expérience. Il y a des Vous êtes compulsions. tranquille. Mais je voulais... Et il y en a même, dès Compulsion qu'elle est comme ça. bastonnée, vous allez voir tout le mois, là, elle sera une épouse exemplaire. Effectivement. Et Effectivement. vous voyez que madame Bissot confirme Non, ça, encore. c'est une Parfait, vérité. il y a des compulsions. Ça, c'est une Le vérité. prof est là, il y a des psychologues comme moi, il y a des inclinaisons que les gens Les développent. maris sont dominateurs. Voilà. Et c'est pas seulement dominateur financièrement, dominateur par la force physiquement. physique parce que elle se dit mon mari m'a giflé, la gifle là m'a rendu sage pendant 1 an. Et puis elle se dit aussi quand ils vont aller en route, si elle trouve problème, hein, elle sait que son mari va la défendre. c'est son héros comme Basson, là. Basson l'a dit, le mari d'une femme devrait remplacer automatiquement son père et ses frères. Parce que les femmes, généralement, adulent leur père et leurs frères. Donc, si un homme se fait bastonner par des frères, ça veut dire que cette femme, ce monsieur n'est pas l'héros de sa femme. Et je voulais dire, moi, si j'avais un conseil à ce monsieur, s'il avait une petite sœur, parce que moi, je suis une petite sœur vengeresse.
tu menaces mon frère. C'est-à-dire, tu menaces mon frère ou bien tu entaches au foulard. Oh là là, je t'arrête toi cette fille. Je te touche et puis demain ou après-demain, quand tu vas penser à moi, tu n'appelleras plus tes frères. Et là, on va essayer violence par violence. Elle a appelé ses frères et moi j'ai appelé ma soeur. Oui. Merci beaucoup. Parmi ses frères, son copain faisait partie. C'est Patricia du Gabon. Patricia, vous êtes vraiment des chercheuses. Alors, trop de messages. Hein. Je m'arrête là au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Ma dénonciation s'adresse à Bernardo. Pourquoi ne dénonce-t-il pas les hommes qui vont souvent vider les morceaux de viande dans la marmite à l'absence de madame et fait porter forfait aux enfants et qui supportent la bastonnade pour avoir volé les gros morceaux? Bernardo, je n'aime pas ça. S'agissant de la dénonciation du jour, Bernardo dit à ce monsieur de mordre et couper une oreille à l'un de ses beaux-frères. Et si leur sœur le quitte, il aurait laissé des signes inoubliables dans leur famille. Bernardo, je suis barbu et bien ventru. Je pèse 115 kg et je chausse 52. J'attends ce type de beau-frère. C'est Paul depuis Ouagadougou. Pour l'être menaçant. Hein. Je prends un verre d'eau. Bon retour sur le plateau des démineurs. Trop d'expériences partagées en off. Au dommage, vous n'aurez pas la quintessence de ces expériences, mais limitez-vous à avoir l'information sur le fait qui nous intéresse prioritairement ce vendredi. Nous nous posons la question de savoir comment expliquer le fait que les jeunes en ce moment soient de plus en plus précoces pour ce qui est de l'acte sexuel. Je commence d'abord par le sociologue, professeur Noubissi. Avez-vous fait quand même déjà ce constat? Je pars de là. Est-ce que c'est vrai que de plus en plus les jeunes sont très précoces au niveau de l'acte sexuel? Oui, disons que de 2002 à 2004, j'ai fait mon DA sur la stimulation sexuelle au Cameroun et sur les questions de précocité sexuelle également. Et ma thèse doctorat soutenue en 2010 est également portée sur la sexualité. Vous êtes vraiment l'homme qu'il faut. Voilà. Alors, c'est une question qui n'est pas seulement camerounaise, elle est pratiquement mondiale. Parce que, ayant fait ma thèse en France, dans un environnement qui est différent du nôtre, les résultats sont presque assimilables. C'est-à-dire que l'âge du premier rapport sexuel en France et au Cameroun, je prends les deux cas, sont presque similaires. À quel âge? Généralement, c'est 14 ans. En fait, on était à 16 ans. Et là, vous étiez en 2010? Là, on était en 2010. Vrai là, c'était à 14 ans. Oui, il y avait une évolution à 14 ans. En fait, lorsqu'on le dit, parce qu'il faut qu'on précise un peu, lorsqu'on fait une étude à longue et sur une population un peu plus large, on peut avoir des gens qui vous disent qu'ils ont leur premier rapport sexuel à 11 ans, à 12 ans. Mais lorsqu'on parle de l'âge moyen, ça veut dire qu'on se situe un peu à la médiane. Bon, il faut que ceux qui nous écoutent sachent vers là où on va. C'est-à-dire que dans l'enquête que j'ai faite au Cameroun, il y en a qui ont leur premier rapport sexuel à 12 ans, à 13 ans. Et il y a également qui ont leur premier rapport sexuel à 22 ans, 24 ans. Bon, la moyenne, à cette époque-là, c'était 14 ans. Et c'était d'abord 16 ans. Il y a une évolution après. Quand j'ai fait la même chose en 2010, nous sommes à 14 ans. Bon, pour dire que... non, nous sommes à 16 ans. C'était 16 ans et quelques. Bon, pour dire que maintenant, la rhétorique de vos questions, c'est celle qui me passionne un peu plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Je veux d'abord comprendre. Avant d'arriver à ce niveau-là, professeur, il y a 40 ans, est-ce qu'il y avait la même précocité? La réalité, c'est quoi? Je suis d'accord avec la dame. Il y avait la même précocité. La dame d'ici. Oui, je suis d'accord avec elle. Il y avait la même précocité. Pourquoi? Parce que nos parents se sont mariés un peu plus jeunes que nous. Justement. C'est ça la réalité que nous oublions parfois. Parfois, on a l'impression de culpabiliser ceux de notre époque, alors que sur le plan de du sexe, parce qu'il faut qu'on fasse également toutes ces précisions-là, que sexe et sexualité et autres, et rapports sexuels, ça entre dans un gros ensemble qu'on appelle la sexualité. Bon, si on entre 40 ans en arrière, essayez de voir, vous allez vous rendre compte quand même que, même quand vous voyez, quand votre papa va c'est mon premier fils, essayez de voir la moyenne entre l'âge de cet enfant et son âge. On va se rendre compte c'est entre 18 et 22 ans. Bon, maintenant il y a eu très grosse ampleur, c'est sur le schéma, c'est-à-dire qu'est-ce qui stimule l'envie du rapport sexuel. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui stimule? C'est-à-dire que qu'est-ce qui amène quelqu'un à se dire j'ai envie d'un rapport sexuel ou du désir sexuel? Il faut que je satisfasse ce désir sexuel. C'est la question qui reste la
prépondérante. Mais là maintenant, avant peut-être d'entrer dans la réponse proprement dite, il va falloir situer le contexte. Qu'est-ce qui amène le sujet à poser son premier rapport sexuel? Les réponses sont diverses. Parfois, ça peut être le contexte économique, ou ça peut être le mimétisme, on imite les gens. Ça peut être la difficulté à résister aux stimulations sexuelles actuelles de l'environnement. Parce qu'il faudra le dire, notre environnement, en termes de stimulation sexuelle, est riche et devient un problème pour les adolescents. 1. Les adolescents s'habillent sexy. 2. Les adolescents écoutent des mélodies qui sont sensuelles. Les adolescents parlent un langage sexuel. Et les adolescents également s'habituent à un environnement où c'est facile de voir les gens qui s'embrassent dans la rue, c'est facile de voir à la télévision les gens qui ont des rapports sexuels complets. Bon, ça crée donc chez l'autre de manière directe, de manière directe, l'envie de faire comme les autres, l'envie d'avoir le même rapport sexuel. Mais ce qui fait problème maintenant, c'est que dans cet environnement, on a des gens qui n'ont pas reçu suffisamment une très bonne éducation sexuelle, c'est-à-dire éducation à la maîtrise de soi. Quand je faisais l'enquête en 2002, j'avais initié, c'était pour passer mes études portent sur la sexualité et le VIH-Sida. Alors j'avais initié, et j'avais partagé ça avec les professeurs de cette époque-là, de mettre dans des lycées les clubs abstinence sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on avait une forme de marginalisation observée chez les gens qui n'avaient pas encore eu de rapports sexuels. C'est-à-dire qu'on les sous-estimait, alors que c'est eux qui devaient avoir le revers. Mais ces personnes recevaient, voilà, étaient plutôt stigmatisées, étaient plutôt rejetées, et la pression que ces personnes subissaient et recevaient au quotidien était énorme. On les trouvait ridicules. Et facilement, pour ne pas être sous pression de manière quotidienne, les gens allaient vers leur premier rapport sexuel. C'est donc dit que notre environnement aujourd'hui, tel qu'il est construit, avec les stimulations sexuelles qu'il comporte, expose rapidement les gens à l'acte sexuel. Parce qu'il faut qu'on le dise, au rapport sexuel, pas à tout ce qui est sexuel. Parce que nous, les psychologues, nous le savons tous que tout ce qui est sexuel commence dès la naissance. Entre 0 et 2 ans et 2 à 4 ans, 0 à 2 ans, le stade oral, 2 à 4 ans, le stade anal, 4 à 6 ans, avec le stade de la génitalité qui va prendre un peu plus amplement, pour dire que c'est une sexualité infantile qui a commencé. Maintenant, comment comprendre que les uns et les autres soient beaucoup plus exposés à l'acte sexuel? Je prends 2 cas de figure. Et vous chuterez par là. Je chute par là. Alors, nous avons tous été enfants. On a tous joué à ce jeu qui était presque omniprésent dans tous les univers sociaux, le jeu de papa et maman. Alors, quand vous observez ce jeu, ça peut vous en dire plus sur ce rebondissement, sur cette transformation aujourd'hui. Nous, quand nous jouons papa et maman, il y avait un moment où on laissait papa et maman seuls. Qu'est-ce que nous faisions? Papa et maman pouvaient serrer maman dans ses bras. Mais aujourd'hui, quand vous observez ce même jeu, papa et maman, quand les enfants ne sont pas là, se déshabillent, installent leurs habits et se mettent ensemble et cherchent même à être en contact sur le plan du sexe. Bon, ça montre donc, ce schéma est révélateur de cette évolution que nous avons observée. Pourquoi? Parce que les stimulations qui nous viennent des médias, qui nous viennent de notre environnement, parfois la proximité fait que, moi je prends un exemple me concernant, je n'avais jamais su que mon père et ma mère faisaient l'amour. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants aujourd'hui qui voient tellement leurs parents en plein rapport sexuel. Comment ça? Je vous assure. Et le font au salon? La promiscuité, c'est-à-dire qu'on habite un studio, on a les enfants et on croit qu'ils dorment. Moi, je le dis parce que alors qu'ils ont des caméras. Alors que les enfants... Mais ce sont des enfants un peu du diable. Ce pas des enfants diaboliques, c'est que ce sont des enfants normaux, mais qui... Un enfant normal à une certaine heure la nuit dort. Le problème, c'est quoi? Les parents les réveillent parfois. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne dorment pas. Le match est intense. Les parents les réveillent parfois. Et quand les enfants sont réveillés, ils sont réveillés. Non, c'est beaucoup plus sérieux. Je chute par là, s'il vous plaît. Je chute par là, s'il vous plaît. Parce que j'ai reçu un monsieur de 35 ans qui m'a fait un récit extrêmement douloureux. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à se remettre d'une situation qu'il observait. C'est pourquoi je voudrais passer par votre émission pour faire passer un message. C'est-à-dire que ce monsieur, il était malade, il a passé la nuit dans la chambre de son père et sa mère. Et pendant la nuit, son père et sa mère avaient des rapports sexuels. Tellement sa mère était en train de gémir, en fait, était en train de pleurer, de crier, il a peut-être cru que son père était en train de battre sur sa mère. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est sérieux, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 35 ans, elle est venue me voir, il a fallu mettre en place un très gros protocole
pour l'amener à faire sortir le monsieur là est sérieux. À faire sortir ses idées, parce que ce sont des questions de sensibilité. Il a fallu beaucoup. À 35 ans, il a encore ce traumatisme. Il a encore ce traumatisme-là qui vit jusqu'à aujourd'hui. Alors pour dire que souvent certaines choses... Est-ce que tu n'as pas dit au monsieur là que nous avons des vrais problèmes? En fait, je confirme votre question pour répondre à une question pour que vous veniez pour chuter par là. Alors tout à l'heure, mon cher frère M. Bernard me présentait une situation. Moi en tant que psychologue, il est difficile pour moi d'entrer dans des cas spécifiques quand je n'ai pas les éléments du diagnostic. Ce qui fait que mon analyse va toujours rester générale. Parce que tout à l'heure, quand quelqu'un disait l'humiliation et la bastonnade, entre les deux, il y en a qui ne veulent pas être humiliés. Il y a la jeune fille seulement, vous l'insultez, elle aimerait bien qu'on lui donne 5 paires de gifles que de l'insulter. Bon, ça dépend des individus. C'était juste la petite... Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niamek, les jeunes de maintenant, selon certains observateurs et selon ce que nous voyons au niveau de la société, semblent de plus en plus précoces. Notre thématique est celle, voudrait savoir, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Alors, qu'est-ce que vous entendez vous-même par les jeunes de maintenant? Mais ce ne sont pas les jeunes d'avant. Bon. Avant, il y avait les vieux qui appelaient les jeunes de leur époque les jeunes de maintenant. Vous rentrez encore plus loin, il y a toujours eu les jeunes de maintenant. Moi, quand je suis les musiques des années 70 au Cameroun, j'entends dire fille facile à Mongalena est sollicitée. J'entends dire les mêmes choses que les jeunes. Non, l'homme est totalement sexuel. Oh là là. Oui. Comment ça? L'homme est totalement sexuel. Je ne comprends. C'est parce que la société est mal organisée, c'est parce qu'il y a les maladies et autres, c'est parce qu'il y a des choses du genre, quand je vais épouser ma femme, je ne veux pas trouver que les gens ont fait l'amour avec ma femme, les gens ont de tels problèmes. Sinon, vraiment, nous sommes des animaux. Vous voyez, nous faisons, c'est-à-dire, c'est une activité animale, même végétale et autres. Donc, nous sommes totalement sexuels. Et tout ce que nous faisons, le bébé, observez la manière des enfants de tenir le sein de leur maman. C'est pas du tout. Ils tiennent le sein comment? C'est pas du tout correct. Vous voyez un bébé, il tient le sein de sa maman, vous comprenez que ce gars, il a tout. Même le bébé a des inclinaisons. Voilà. Donc, et maintenant, le psychologue essaie, vous montrez pas, essaie, vous indiquez les phases du développement. Notre énergie fondamentale s'appelle la libido. Et c'est une énergie de nature sexuelle. Vous voyez? Notre force est sexuelle. Nous sommes le sexe. C'est-à-dire que ce qui nous résume. Si on veut montrer la douche des hommes dans les pays un peu pervers et la douche des femmes, on les décrit par les sexes. Vous voyez, et si, vous savez que si c'est les hommes, là c'est les femmes. Donc nous sommes des sexes. Est-ce que les jeunes d'avant faisaient le sexe à tous les âges? Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui même, on a l'impression que les gens retardent, pour ceux qui sont dans le processus éducatif, retardent les rapports sexuels, vous allez observer, au village. Le sexe se pratique plutôt là-bas. Les jeunes garçons, parce que pour évaluer l'âge, ne regardez pas surtout la jeune fille, regardez le jeune garçon. Les jeunes garçons au village qui n'attendent pas d'avoir le bac et continuer. Dès que le gars peut déjà ramener la viande de la brousse, il croit qu'il doit aller avoir femme. Déjà, il commence. Et même nos jeux de papa et maman, là, je ne suis pas d'accord avec mon frère psychologue. Peut-être que chez eux, là-bas, c'était comme ça. Chez nous, c'était déjà dangereux de laisser papa et maman. Ah bon? Oui. Et même les enfants qui se retiraient, quand papa et maman aussi restaient, c'est même là où l'inceste a évolué. Parce que les parents qui n'ont pas fait attention, cousins, cousines, c'était les boulgandiazada. Ça allait dans tous les sens. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, quand elles se rappellent bien, c'est leurs cousins qui les ont dépucelés lors des jeux de papa et maman parce qu'il y avait des gars tellement pervers que lui, il allait jusqu'au bout. Donc, le sexe, c'est notre histoire. Moi, je crois que nous allons toujours accuser les générations. Il faut simplement l'encadrer. Il faut l'encadrer, il faut dire aux jeunes gens à quoi il sert. Il faut arrêter de raconter aux enfants que s'ils font le sexe, ils vont tomber enceintes, ils vont mourir. Non, ça c'était les peurs qu'on disait aux petites filles avant.
Moi, je dis à mes enfants en tant que... Mais cela reste vrai. Non, S'ils font le sexe, ils peuvent effectivement tomber enceinte. Oui, mais il faut... mourir aussi. Et mourir aussi. Non, c'est pas... Il faut pas effrayer les gens. Comment ça? Ça ne sert à rien, c'est pas une éducation. L'éducation, c'est pas ça. Moi, je dis à ma fille, ou à mes filles, tu sais, les garçons vous draguent parce qu'ils veulent vous coucher. C'est ce que je dis à mes filles. Donc, il ne faut pas que tout ce que le gars là te dit là, la finalité, c'est qu'il veut aller au lit avec toi. Mais sache que quand tu commences à aller au lit avec les garçons, ça réduit beaucoup de choses chez toi. L'homme qui viendra t'épouser, dans d'autres cultures, on veut épouser une femme vierge. Donc, toi, tu n'es plus éligible parmi ces filles-là. Première chose. Il y a des hommes qui ne veulent pas épouser des femmes qui ont déjà accouché. Si tu auras accouché, tu n'es pas éligible. Il y a des hommes qui ne veulent même pas rencontrer des femmes qui ont de grosses expériences sexuelles. et ça se... Tu vois ton ça se contamine ou bien ça se calcule comment? Non. On voit que cette femme a une grosse expérience sexuelle. Non. Il y a des indices, il y a des indices. Vous savez, quand quelqu'un a joué en première ligue européenne, quand vous le voyez, vous voyez le toucher du ballon. vous reconnaissez tout de suite que ça c'est un pro. Ça m'a même d'amorti. Quand Makoun, Jean de Dieu, comment vous appelez? Jean 2 Makoun, amorti. Même ici au stade, comment vous appelez le stade Anguissala? Stade malien. Dès que Makoun amorti, où est Mana? On sait que ça, c'est des gens qui ont joué en division pro. C'est pas... Donc, je lui dis ça. Si tu joues en division pro, si tout cela, ça t'arrive, tu risques de te retrouver dans les nouvelles églises en train de chercher ton mari. Merci beaucoup. Voilà. Madame Bissobiela, nous parlons donc là de la précocité des jeunes sur le plan sexuel. N'y a-t-il pas des conséquences à voir des jeunes commencer cette affaire-là trop tôt? Le professeur parlait là dans ses études, il y en a qui débutent à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, ainsi de suite. Une fille qui débute quand même cette affaire à 12 ans, est-ce que c'est pas inquiétant, puisque le parcours est encore trop long? Bon, parfois ici, moi je voulais plutôt dire la banalisation du sexe. Parce que être précoce sexuellement, ça existait depuis la nuit des temps. Parce que chez le musulman, la femme avait ses premières règles chez ses parents et ses deuxièmes règles chez son mari. Ça veut dire que dès qu'une fille a déjà ses menstrues, elle est immédiatement envoyée en mariage pour éviter ce que M. Niemek disait là tout à l'heure, les championnats et puis les grossesses et tout ça à la maison. Et c'était une honte. Oui, les parents voulaient toujours que leur fille aille en mariage vierge pour les éviter la honte. De nos jours, ce qu'ils appellent, parce que moi je devais dire, c'est qu'ils appellent la mondialisation, à pervertir nos enfants, à banaliser le sexe, ce qui fait que une fille qui a plusieurs expériences est considérée comme la meilleure des femmes aujourd'hui parce qu'elle satisfait tous les désirs de son mari et tout. Mais moi je trouve que c'est comment on peut dire, anormal. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille aujourd'hui, elle devait apprendre son expérience sexuelle, toutes sortes d'expériences par son mari, par son époux. Et c'est l'homme qui devait faire l'éducation sexuelle de la femme. Parce que si déjà j'ai un premier rapport à 12 ans, est-ce que cet homme-là sera mon mari demain? Parce que généralement, c'est là où je vous parle de banalisation du sexe actuel. Parce qu'une fille, à peine elle a couché avec Jean aujourd'hui, elle ne veut plus Jean, elle veut déjà Paul demain. Et c'est là où elle apprend, elle fait son éducation sexuelle. Entre-temps, quand même, vous qui êtes des mamans, vous n'avez pas des choses à vous reprocher lorsque vous avez une fille à la maison qui débute ses affaires à 12 ans et qui commence à changer des copains. Vous avez dit aujourd'hui avec Jean, demain avec Achille. Est-ce qu'elle nous dit avec elle ne nous informe pas. On découvre que ces filles sont peut-être, elle est malade, tu vas à l'hôpital, c'est quand le médecin... Est-ce qu'on ne dira pas que c'est un manque d'attention des mamans? Je ne pense pas, les enfants d'aujourd'hui... Ou alors ces filles-là ont copié également le mauvais comportement de leur maman. Non, elles se disent qu'elles sont plus sages que leur maman, parce que si leur maman les éduque, elles trouvent que, comme elles ont leur mot, c'était l'époque, c'était avant. C'était avant. Avant. C'était avant, parce qu'avant là, nous on avait même peur qu'un jeune garçon venait sonner chez nous.
Tu sonnes chez nous pour chercher qui? Mon tuteur te demandait, tu cherches qui? Elle t'a dit qu'elle habitait ici. Mais aujourd'hui, vous allez peut-être avoir raison, papa, ici, parce que aujourd'hui, c'est nous les parents qui recevons les petits amis de nos enfants à la maison. Surtout les femmes. Se disant que, non pas surtout les femmes, se disant qu'on les met sous un contrôle. Vous voyez un monsieur qui reçoit le copain de sa fille qui a 14 ans? Non, pas jusque-là, papa, ici. Il y en a, hein? Non, Il y en a même non. qui disent à la fille que ton copain là doit souvent t'acheter les choses, hein? Non, Oui. ça c'est... Oui, il y a vous des avez parents parlé hommes. en entame de cette émission, vous avez parlé du matériel. Du matériel, parce que le monde actuel est plus matérialiste que moral. Parce que moralement, aucun père n'accepterait, il n'imaginerait même pas que sa fille couche déjà l'homme. Il y a les pères, même à 25 ans, quand sa fille rentre tard, il rougit. Il se demande que tu sors d'où Peut-être tu même étais. certains pères aussi pervers, on se voit un peu jaloux. Bon, l'homme est toujours, un père est toujours l'époux de sa fille parce que c'est le modèle en fait. Non, mais ce C'est n'est le pas dans la modèle. maison du père de toutes les façons. D'accord. Ta mère ne peut pas crier dans la même maison, toi aussi tu cries. Non. Non, Et ça, chacun c'est crie une la vérité. de son côté. Ça, c'est Jamais. une vérité. Une seule femme crie dans une maison. Évitez juste de banaliser le sexe parce Merci- que merci c'est beaucoup. ça qui nous apporte tous ces problèmes. Selon Madame Sima, il faut éviter de banaliser le sexe. Madame Sima est en train de nous recadrer légèrement. Hein. Chez elle, ce n'est pas trop le problème de précocité. Chez elle, c'est un problème de banalisation du sexe, Bernardo. C'est vrai que je suis un peu gêné parce que j'aurais pas assez de temps pour dire ce que j'avais à dire. Non, vous voulez soutenir Mais- une thèse? Bon, habituellement, je respecte toujours le temps de parole qu'on me donne. Non. Ce que je veux dire, c'est que, contrairement à ce que les compagnonnistes ont dit, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Parce qu'il faut d'abord distinguer le sexe libre du sexe encadré. À l'époque, le sexe encadré était très précoce. Le sexe encadré, c'est le mariage. Le sexe libre, qu'on pouvait faire comme les animaux, n'était pas aussi précoce que maintenant. Je vais expliquer pourquoi. À l'époque, la société était prioritairement religieuse. Le dignitaire religieux avait à la fois les fonctions de religieux, les fonctions d'homme de loi et les fonctions d'homme de morale, d'éthique et tout ce qu'on veut. Avec le dogme religieux et les principes religieux, on repoussait systématiquement le sexe qu'on considérait comme dangereux. La preuve aujourd'hui, dans un environnement dans lequel la religion est encore prégnante, le sexe n'est pas précoce. Allez chez les juifs, allez chez les vrais chrétiens, allez chez les vrais musulmans. Vous allez voir que jusqu'à présent, le sexe libre là-bas n'est toujours pas autorisé précocement. C'est parce qu'aujourd'hui, la fonction religieuse a été séparée des autres fonctions politiques, administratives et sociales, que dans la partie du monde qui est libre, le sexe libre également, c'est davantage développé, c'est davantage ouvert. Donc, tout est question de paradigme religieux spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, comme le monde libre est priorité, le sexe est davantage libéré. Mais, comment expliquer? 4 facteurs expliquent. Le premier, chez les jeunes, ce sont les fréquentations. Et vous l'avez bien dit, c'est-à-dire, il a également bien dit, certains se retrouvent moqués dans leur fréquentation du fait d'avoir des rapports sexuels plus tardivement. Moi, par exemple, j'ai commencé assez tard. Donc, beaucoup se moquaient. Moi, je m'en foutais parce que j'étais très, très académique et très studieux. Moi, je faisais les deux. Ouais, moi, je faisais pas les deux. Moi, j'étais très fixé sur les études. Deuxième Moi, élément. je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé. Deuxième élément, il y a les médias sociaux. Il y a les médias et les réseaux sociaux qui également produisent beaucoup de contenu. Le troisième élément, c'est les affaires de famille. Il y a des familles dans lesquelles chaque jour les parents se disputent. Chaque jour les parents ont des querelles. Les enfants n'ont plus de base, ils n'ont plus de système de valeurs, ils n'ont plus de chaîne de compréhension des choses qui font en sorte qu'ils vont vers tout ce que le monde leur propose, parmi lesquels le sexe. Et le dernier élément que j'ai relevé, ce sont les excitants. Ils sont très nombreux. L'alcool, la cigarette, la drogue, tous ces stimulants, c'est-à-dire propulsent le corps et excite la libido qui monte davantage et pousse les jeunes vers ce genre de choses-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une seule solution à cela, une seule. C'est remettre un couvercle beaucoup plus poussé du discours
religieux spirituel. Ce n'est que cela. Parce que l'enfant qui est éduqué dans ce moule-là, par le dogme, et on va entre guillemets la crainte qu'on lui impose, ça ralentit. Parce que quoi qu'on dise, plus tôt tu fais le sexe, plus tu es en danger. Quoi qu'on dise. Merci beaucoup. Bonjour au Perfecto et au sage Niemek. D'après les propos de Basson, Francis Nganou, Choupo-Moting et le basketteur Pascal Siakam sont des Bassa et Edou Douanon Glacé et Bel Katobi sont des Bamileke, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Il veut faire allusion à quoi? Parce qu'il a voulu nous faire croire qu'une certaine communauté n'est pas faf, c'est-à-dire viril. Comment peut-on dire qu'un groupe de peuple qui est à la base un peuple de polygames n'est pas fort en bombardement du Kosovo? Est-ce que vous avez cité... Vous voyez dans les sous-problèmes. Vous voyez dans les sous-problèmes. Non, Bernardo, calme-toi. Oh. Parfait, ici, permettez-moi. Je vais encore dire à mes frères de l'Ouest que la mère de mon fils est bagantée. Parce que ça, c'est un frère de l'Ouest qui parle là. Calmez-vous, Bernardo. Comme ça. Calmez-vous, Bernardo. Et le gars n'est même pas de l'Ouest. Vous avez promis. Et il n'est même pas de l'Ouest. Vous avez promis. Calmez-vous. Ça, c'est juste une théorie et un prétexte qu'on a longtemps véhiculé dans le subconscient des Camerounais. Vraiment, je vais préférer m'arrêter à ce niveau. Hein, il est faible aux fesses. Lui, il est faible aux fesses. Et lui dit seulement qu'il est, je suis un faf puissant. Il ment. Bon, mais attendez, moi, comme je parle souvent de tout. Donc, il croit que comme Ganou est fort physiquement, là, ça veut dire qu'il est faf. Qui lui a dit ça? C'est comme les jeunes filles sont souvent déçues par les Nganou. Hein. Autre message de ce matin, Nganou, lui, il est fort. Non, on ne parle pas parce que tu as peur que Nganou va nous taper. Tu as peur de Nganou va nous faire quoi? Non, Nganou va nous faire quoi? Non, Nganou, c'est mon ami. Bonjour les Bao, Pierre Blériot. Ce n'est pas la femme qui tabasse les messieurs, mais les autres hommes. Aïssé lui-même a donné un coup de tête magistral à une fille quand elle était tout jeune. C'est Rodrigue Tchoudje, baganté de luxe de Wala Bonanjo. Je suis avec vous. Oui. J'avais expliqué pourquoi je l'avais fait. Et naturellement, on a arrêté la relation. C'est moi, je suis avec une fille. La fille a dit qu'elle me tape. Non. Et elle commence à le démontrer, elle me donne une gifle. Et je ressens l'intensité de la gifle. Mais c'est dangereux. Moi, je suis un menteur, je suis désolé. Non, mais c'est comme... Chez nous, une femme ne tape pas, non. Vraiment. Une femme qui me gifle, oui, c'est le novelas là. Une femme qui me gifle, elle va, quand on dit quoi, elle va lire. Et c'est jusqu'à sa mort, elle ne va plus jamais gifler, non. Autre message, la précocité sexuelle a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est juste que de nos jours, cela est davantage vulgarisé à cause de la facilité dans l'information, même dans les dessins animés. Il y a des scènes sexuelles. Pour ma part, il faudrait juste essayer de trouver des solutions pour mieux éduquer et encadrer les jeunes. En ce qui concerne le sexe, les conseils de M. Niemek peuvent être utiles. C'est Simon Marius Mba. Chacun aura 30 secondes pour le dernier tour de table. Je commence par le professeur Claude Noubissier. Claude, il y a également un phénomène qui monte en puissance. Certains parents, je dis bien certains, qui encouragent même les tout petits enfants à aller dehors pour aller déjà faire le sexe et amener un peu de vivre à la maison. Mais là, c'est la prostitution. On ne peut pas encourager la prostitution. Moi, j'ai rencontré une dame en France qui était utilisée par ses parents. Moi, je pense qu'il y a un débat. Je me demande comment le temps est si vite passé parce que je voulais apporter des solutions. Moi, je vais juste te dire, c'est la dernière consultation que j'ai faite, j'ai reçu une petite fille de 8 ans qui se masturbait. Les parents trouvaient ça un problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais lui dire. À 8 ans? À 8 ans, oui, qui se masturbait sérieusement. Vous savez, je croyais qu'on devait avoir suffisamment de temps. Je suivais très bien. Aujourd'hui, au Cameroun, l'environnement tel qu'il est présenté n'amène pas les gens à faire des décharges libidinales. C'est-à-dire qu'on n'a pas les endroits où on va crier, on va rire. Pas d'exutoire. Parfois c'est important. Le seul, parmi la propre psychothérapeutique que j'ai mise en place, j'ai demandé qu'on amène cette petite fille-là dans un environnement où elle va crier et rire parce qu'elle est là avec sa maman et son père à la maison. Elle n'a que la télévision, elle regarde la télévision. Elle n'a pas le temps de décharger, de faire cette décharge libidinale-là. Et lorsque la décharge libidinale encombre, elle est suffisamment présente, le sujet peut s'autosatisfaire soi-même en touchant les parties de son corps. Bon, et on a également notre environnement où il n'y a pas suffisamment de salles de spectacle. On n'a pas suffisamment comment on appelle ça, quand les musiciens prestent là, on appelle ça quoi? Des prestations dans le but de rassembler les jeunes à dans un endroit, de voir des concerts. Les gens viennent chanter et que ces jeunes aillent là-bas crier, que ces gens-là aillent orienter la libido ailleurs.
C'est donc pourquoi la libido est rapidement orientée vers l'acte sexuel. Et c'est donc pourquoi on peut constater cette recrudescence-là d'une pratique qu'on va appeler précoce, selon qu'on n'a pas établi un âge normal du premier rapport sexuel. Même si nous, les psychologues, nous conseillons de le retarder, parce qu'en le retardant, on a le temps de connaître d'abord son corps. Et lorsqu'on entre dans l'acte sexuel sans avoir une bonne connaissance de son corps, on passera son temps à souffrir, à mendier le plaisir sexuel et ne pas l'avoir, ne pas atteindre ce qu'on appelle généralement l'orgasme. Bissobé là, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas fait un sondage. Les jeunes filles ou bien les jeunes garçons qui ont débuté avec l'acte sexuel un peu plus tôt, ont-ils un peu plus de chance de réussite dans la vie que ceux qui n'ont pas débuté un peu plus tôt? Une chose est sur l'expérience a prouvé que les jeunes qui ont commencé une expérience sexuelle très jeune, ne sont pas déjà avec leur partenaire d'antan. 2, généralement ne restent pas en mariage. Parce que, comme disait le professeur tout à l'heure, ils sont en quête. Ils sont toujours perpétuellement à la quête d'un plaisir qu'ils n'ont jamais pu avoir. Et de nos jours, c'est pour cela que vous voyez, je vous ai parlé de banalisation. Les jeunes d'aujourd'hui croient qu'à force de multiplier les expériences, ils vont trouver ce qu'ils n'ont pas dans leur subconscient. Et effectivement, le substitut dont divers loisirs évite beaucoup de choses. Laisser les enfants Il faut créer des espaces de loisirs. Laisser les enfants s'épanouir, c'est-à-dire pendant les vacances. Laisser les enfants se Quand il n'y a pas d'espace de loisirs, le seul loisir qui reste, c'est la télévision. Et le Pays-Bas. Bon, la télévision jouait entre eux, papa et maman. Parce que nous, quand nous allions au village, pendant les vacances, on nous permettait d'aller nous épanouir. Pas avec les télévisions. On allait à la pêche, on allait à la cueillette, on allait au champ, les enfants, on allait au championnat. Avoir d'autres substituts en dehors du sexe. Pierre Blériot, mec, en un mot comme en mille, pour vous, qu'est-ce qu'on retient? Non, il faut dire aux jeunes, surtout aux jeunes filles, que lorsque vous commencez très tôt le rapport sexuel, la mauvaise qualité du rapport sexuel peut inhiber le plaisir. Ouais. Et une fois que votre plaisir a été inhibé, vous pouvez tomber dans la frigidité. C'est-à-dire que ce que vous vouliez chercher là, ça peut vous manquer toute votre vie durant. Le premier rapport sexuel est déterminant dans la suite. S'il est mal fait, s'il est brutal, il peut traumatiser l'organisme à tel point que le sexe devienne un danger pour vous. Donc cette affaire-là, c'est en fait l'affaire des adultes. Merci. Frigidité ou nymphomanie. Voilà. Donc dans un sens comme dans l'autre. Mais surtout, il faut atteindre la maturation organique et la maturation mentale, ainsi que celle osseuse du bassin, pour commencer à aller vers le sexe. Bernardo Basson, oui. Il faut aussi dire aux tout jeunes que le sexe a besoin de respect. C'est une énergie fondamentale. Elle doit être vidée pour se recharger. Vidée, mais dans le bon cycle, le bon circuit. On n'a pas les rapports tous les jours. Parce que c'est une énergie qui se recharge. Merci bien. On ne doit pas se vider comme ça. Merci à Elisabeth, merci à Claude Désiré, merci à Pierre Blériot, merci à Bernardo. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous n'avons pas l'intention d'avoir tout dit, mais nous avons quand même essayé, faute de temps. N'oubliez pas le journal de 12h, c'est dans quelques minutes. Ce soir à 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. À 21h, vous aurez votre talk show. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais dans une quarantaine de minutes, vous allez retrouver le programme Les Amazones avec les plus belles filles de la Terre. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela Libre Expression. Excellent week-end à tous et à toutes. Mais en attendant, avec tout ceci, que faites-vous?